F1, c'est l'histoire d'un vieux pilote automobile vraiment sur le retour, à tel point qu'il va revenir en Formule 1 30 ans après, et c'est Brad Pitt qui tient le rôle principal. Il est très amusant que ce film s'appelle F1, qui signifie bien sûr Formula One. Or la formule, c'est aussi le synonyme d'une recette, et ce long métrage suit à la lettre celle qui a fait ses preuves au fil des décennies et des blockbusters. Alors voici l'enjeu, F1 parvient-il à être un bon film malgré sa construction en forme de pur archétype? Une chose est sûre, je vous conseille de voir ce film sur le meilleur écran possible. Évidemment, vous pouvez soutenir votre cinéma préféré, votre salle locale, mais il faut avouer que tout le film bénéficie d'un format adapté à l'équipement IMAX laser qu'on trouve dans la plupart des salles IMAX de France, celui qui propose un format 1,90:1, ce qui donne une projection sur toute la surface avec bien plus d'images, pas de bande noire et une sacrée immersion dans les courses. Si la prochaine séance IMAX de F1 est en VO sous-titrée, ou encore si vous voulez sonner un peu comme Brad Pitt, il serait peut-être temps de retravailler un peu son niveau d'anglais. Et puis bon, l'anglais est omniprésent, sa compréhension écrite comme orale sont essentielles, mais peut-être que vous êtes comme moi, c'est en prononciation orale que vous vous sentez le moins à l'aise. Pour ma part, j'ai eu envie d'un entretien de mes compétences et de profiter de pouvoir écouter des natifs au quotidien sur un programme de plusieurs semaines. Pour atteindre cet objectif, j'ai choisi Rosetta Stone avec sa méthode éprouvée et son interface fluide et intuitive. J'ai profité de la personnalisation pour orienter mon programme sur la compréhension et l'expression orale donc. La méthode de Rosetta Stone associe des situations quotidiennes à des phrases et permet de couvrir aussi bien révision grammaticale qu'apprentissage naturel de vocabulaire, le tout en baignant dans une prononciation parfaite dès le début. On a juste besoin d'un écran et d'un micro via une appli ou comme ce que j'ai fait sur ordinateur, même pas besoin de connexion pour lancer une session. Le plan d'apprentissage se découpe en semaines et en jours, avec généralement 3 leçons de 10 minutes par jour. C'est pratique même avec un agenda chargé et motivant grâce à une progression douce qu'on suit avec clarté. On peut ajouter aux leçons l'écoute des pistes d'un compagnon audio qu'on peut écouter dans les transports ou encore en faisant du sport par exemple. Et surtout la méthode n'est pas intimidante, on est mis à l'aise via une immersion en douceur. J'ai notamment apprécié la technologie True Accents qui compare votre prononciation à celle de gens du pays pour savoir où vous en êtes, et pour ce faire, la reconnaissance vocale fonctionne à merveille. On peut même suivre des cours en direct et choisir les leçons par thématique. Pour profiter de 60% de réduction sur l'abonnement à vie qui vous donnera accès aux 25 langues couvertes par Rosetta Stone, passez par le lien en description et en commentaire épinglé. Bon, maintenant que vous êtes fluente comme pas deux, je vais vous faire une confession, j'ai passé un sacré bon moment devant ce F1. À mon sens, c'est un film solide, très spectaculaire et absolument divertissant, qui compense ses défauts narratifs et ses dialogues moyens par une réalisation, un montage, une musique et une interprétation qui en font une expérience de pur entertainment. Le réalisateur Joseph Kosinski réitère l'exploit de Top Gun Maverick en nous faisant vivre de l'intérieur des courses de Formule 1 avec un réalisme pour le moins étonnant. On pourrait se contenter de dire que c'est ce qu'on pourrait attendre d'un gros film consacré au sport automobile, mais il faut absolument mesurer l'impact de ce niveau de compétence technique et de compréhension du langage cinématographique dans la réussite d'un tel film. Entre les compositions de Hans Zimmer et l'utilisation de grands classiques du rock, le film est porté, il coule avec une facilité déconcertante, et le charisme difficilement contestable de Brad Pitt vient finir d'enrober l'ensemble pour faire passer une construction totalement prévisible et nous proposer un classique du film de sport. Pour toute sa glorieuse réussite visuelle et l'immersion inégalée au cœur des bolides de course les plus rapides au monde, F1 traîne pourtant son lot de choix étonnants ou légèrement problématiques. Déjà, ça ne surprendra personne, sans doute, pour dépeindre un milieu aussi masculin, mais c'est un film d'hommes. Même si on a 3 personnages féminins, dont 2 très accessoires, le film ne passe absolument pas le test de Bechdel, ce test qui permet d'évaluer à la louche la place réservée aux femmes dans un film donc, et notamment on n'a pas une seule scène dans laquelle 2 personnages féminins se parleraient de quelque chose de significatif, ne tournant pas autour d'un homme. Je pense même que le film ne compte absolument aucune scène dans laquelle 2 femmes se parlent tout court. Comme je le disais en introduction, on est dans de l'archétype pur et dur et selon votre appréciation du film, vous appellerez peut-être ça un assemblage de clichés. Ce qui est plus étonnant dans la structure narrative du film, c'est la quasi-absence d'adversaires extérieurs pesant véritablement sur l'histoire. On a une sorte d'introduction tardive d'un pis-aller pour ce type de menace externe, mais c'est surtout pour incarner un risque dont on a connaissance dès le début du film qui pèse sur l'écurie
du personnage de Javier Bardem, qui est aussi à son aise que d'habitude. En résumé, on est sur un schéma de combat contre soi-même pour faire face à une adversité sans visage, avec l'enjeu de faire tourner toute une équipe au mieux de ses capacités. Étant donné la durée du film, 2h36, son rythme et la certaine jubilation qu'il est parvenu à me faire ressentir, je suppose qu'on peut dire que ce choix fonctionne, mais on pourrait totalement imaginer un film différent, peut-être meilleur encore, avec une compétition féroce contre une autre écurie en particulier. Dans la formule appliquée par le scénariste Ehren Kruger, un gars que j'imagine un peu comme une sorte de titan avec un gant à griffes et un pull rayé, on remarque le choix de faire de Sonny Hayes, le héros incarné par Brad Pitt, un personnage iconique. C'est quoi un personnage iconique? C'est simple, c'est un personnage qui a déjà toutes ses caractéristiques au début et n'évolue pas fondamentalement au cours de l'histoire ou d'une histoire à l'autre. Autant c'est un choix intéressant dans certains cas, on pense par exemple à Jack Reacher, James Bond, Hercule Poirot ou qui vous voulez, mais pour un film dont le moteur, si j'ose dire, est celui d'une sorte de compétition face à soi-même, c'est un choix qui peut interpeller. Je ne doute pas que certains me sortiront une évolution pour Sonny Hayes après avoir vu le film, mais il s'agit surtout de surmonter une épreuve extérieure à lui-même plus que d'une véritable transformation qui est généralement attendue d'un héros dans une histoire. Ce statut iconique est flagrant quand on compare la phase d'introduction du film et son ultime conclusion. Bien évidemment, c'est un point directement lié à l'âge du personnage, et le peu de dynamique de transformation se retrouve projeté sur Joshua Pierce, interprété par Damson Idris. Il faut dire que le héros du film, le personnage de Brad Pitt, donc, assume un rôle de mentor, exactement comme Tom Cruise dans Top Gun Maverick, qu'on doit au même duo, réalisateur et scénariste. Au final, ce double rôle de mentor et héros est la seule incartade au modèle de structure scénaristique classique, qui suit notamment ce qui a été décortiqué, analysé et schématisé dans les livres Save the Cat. Et oui, Save the Cat, ces guides pour scénariser, que ce soit un film ou un roman, propose et résume des méthodes très largement utilisées à Hollywood, et on retrouve avec F1 le schéma point par point. Je ne vais pas dévoiler tout de suite chaque événement du film correspondant à chacun des points du schéma que je vous affiche ici, mais je suis sûr que vous pourriez vous étonner de trouver vous-même ces correspondances avec une étonnante facilité. Et pour celles et ceux que ça intéresse, et comme je suis grand prince, je vous donnerai mes correspondances entre les événements du film et le schéma en toute fin de vidéo, en mode gros spoiler. En résumé, F1 est l'exemple même d'une recette très connue qui est appliquée avec suffisamment de talent et de brio technique pour en faire un film très agréable qui évite tout risque de prendre qui que ce soit à rebrousse-poil, qui propose des moments purement cinématiques. Alors certes, comme on peut s'y attendre, il y a énormément de séquences de course, on passe au moins la moitié, je dirais, des 2h36 sur les pistes de véritables circuits. De ce fait, question légitime, faut-il aimer la Formule 1 pour apprécier ce film? Je pense que ça aide, même si des connaisseurs pourraient estimer que certaines stratégies de course ne sont guère plausibles. Pour parler de mon cas personnel, exactement comme un personnage du film le dit, je ne connais la Formule 1 qu'au travers de l'incroyable série documentaire de Netflix, Drive to Survive, et avant ce documentaire, je trouvais que c'était un des sports les plus ennuyeux à regarder. Pourtant, j'ai accroché à fond au film, donc vous avez votre réponse, pas du tout besoin d'être fan de F1 pour passer un bon moment. Alors c'est vrai, c'est amusant de citer un documentaire Netflix dans un film coproduit par Apple, mais il faut dire que ce film est un panneau publicitaire ambulant, ce qui est là aussi très raccord avec l'univers de la Formule 1 qui est blindé de sponsors dans tous les sens. Dans F1, vous allez bouffer des AirPods Apple, des montres, de la bière Heineken ou encore de la marque Tommy Hilfiger. Bien sûr, le film sera disponible tôt ou tard sur Apple TV+, mais il n'est pas financé à 100% par Apple. C'est une coproduction avec Jerry Bruckheimer à la base et avec un gros apport financier par Apple, en contrepartie essentiellement des droits de diffusion. Quoi qu'il en soit, on est heureux de voir une sortie en salle de cinéma pour ce type de film, l'inverse aurait été très dommage. Ce que le film se garde bien de faire, c'est de porter le moindre début de regard critique sur ce sport, son ambiance, sa débauche de moyens, son impact écologique, ou toute autre considération de la sorte. Je ne sais pas si la Ligue de F1 avait son mot à dire en échange d'un accès aussi incroyable au Grand Prix et bien réel, avec de multiples apparitions de véritables stars de la discipline, même si ce n'est jamais pour tenir plus d'une réplique quand il y en a une. Certains pourraient estimer que le cinéma hollywoodien est mal placé pour critiquer un divertissement de masse polluant, car il ne faut pas se voiler la face sur l'impact écologique de cette industrie hollywoodienne. Ceci étant dit, rien n'empêche pour autant de porter un regard critique depuis l'intérieur d'un système ou d'un système proche. Et d'ailleurs, pointer ce type de contradiction pour tenter de décrédibiliser une prise de position est souvent signe d'un argumentaire extrêmement pauvre. Dit autrement, dommage que F1 n'ose absolument pas le début du moindre propos ayant des implications sur la vie réelle. Ce qui s'en rapproche le plus consiste à voir la directrice technique de l'écurie, incarnée avec malice et talent par Kerry Condon, venir au travail en vélo.
Et ouais, c'est le truc le plus hardcore en termes de discours de société que vous verrez dans ce film. Est-ce que c'est grave? Pas vraiment, hein. Tous les films n'ont pas vocation à porter le moindre message. C'est juste que F1 se cantonne à son rôle de pur film de divertissement, hein. Il le fait bien et ne cherche jamais à sortir de cette trajectoire. Je vous rappelle qu'il n'a jamais été aussi simple d'apprendre de nouvelles langues. C'est plus de 60% de réduction sur un abonnement à vie et un accès à 25 langues qui vous attendent en passant par le lien disponible en description et en commentaire épinglé. Merci encore à Rosetta Stone pour ce partenariat. Comme promis, j'en viens maintenant à une partie spoiler pour comparer le scénario du film au schéma classique Save the Cat. Vous ne m'en voudrez pas hein, si j'intervertis légèrement l'ordre de certaines scènes proches les unes des autres dans le film. Je ne l'ai vu qu'une fois et je n'ai pas pris de notes. L'image d'ouverture, ce sont les rêves de Sonny Hayes qui se remémore régulièrement la fatidique course de Formule 1 de sa jeunesse. L'exposition ou setup sur le chemin en anglais, c'est Sonny qui reprend la voiture à Daytona. Il remonte son équipe en première place avec une conduite audacieuse et limite dangereuse et une véritable compréhension de la course et du circuit. En gros, c'est un crack. La thématique établie, c'est Sonny qui part après avoir gagné, refusant de poursuivre et partant à la recherche d'un nouveau défi de pilotage. Le catalyseur, c'est la visite de son ancien concurrent et ami, Ruben Cervantes, qui lui propose une place dans son écurie de F1 qui risque de lui échapper faute d'un succès dans les 9 dernières courses du championnat de l'année. Le débat correspond bien sûr à l'hésitation de Sonny. Il faut toujours une hésitation du héros. Va-t-il prendre le risque de revenir en F1 30 ans après, et ce malgré l'accident traumatique qu'il a subi? Le passage à l'acte 2 correspond à Sonny qui arrive et parvient de justesse à obtenir le temps qu'il s'était imposé aux essais. On a le début de rivalité avec le pilote débutant, Joshua Pierce. Ensuite vient l'introduction de l'histoire secondaire, à savoir la tension de séduction entre Sonny Hayes et Kate McKenna. Dans Fun and Games, qu'on peut aussi traduire comme des péripéties variées, on a les premières courses, les frictions entre Sonny et Joshua, les tactiques de course amusantes de Sonny. Le point central, c'est la course que l'équipe a failli gagner, mais qui se termine avec l'accident de Joshua. Le méchant qui approche, c'est plutôt ici le spectre de l'accident, les reproches de la mère de Joshua à Sonny, et l'idée pour Joshua que Sonny est en train de le faire oublier. En effet, le pseudo-méchant du film est introduit plus tardivement que dans le modèle de base, sans doute pour tenter de donner un visage à l'adversité finale. Le point « tout est perdu, all is lost » correspond à l'enchaînement entre l'interdiction du nouveau design de la voiture, l'accident de Sonny rattrapé par ses démons, et Ruben qui préfère l'exclure de l'équipe. Ici, le méchant prend forme et permet à Sonny de prendre conscience qu'on veut l'utiliser pour planter son ami et le pousser à l'échec. Cela permet à Sonny de comprendre d'où viennent les faux documents. L'étape Dark Night of the Soul correspond à la remise en question qui va permettre de faire face à l'ultime défi. Dans le cas de F1, il s'agit de la discussion organisée par Kate entre Sonny et Joshua et de la façon dont Sonny va s'ouvrir un peu à Kate après la concrétisation de leur intrigue sentimentale secondaire. Le passage à l'acte 3 correspond à la préparation et à la dernière course avec le pep talk et l'autorisation de reprendre le design favorable dans les virages. Le final, c'est la course elle-même avec l'accomplissement de Sonny qui va gagner justement parce qu'il avait accepté de laisser Joshua gagner. Enfin, l'image finale correspond à un retour à la situation initiale. Sonny repart vivre exactement comme auparavant, même s'il se sent libéré et plus accompli bien sûr. Il est donc un personnage iconique car sa transformation est minime, il reste égal à lui-même, juste un peu plus heureux, s'adonnant à sa passion du pilotage. Bon, c'est pas tout ça, j'ai laissé ma Ferrari en double fil. Bon, en fait non, j'ai une Renault qui a 11 ans mais elle roule plutôt bien. Pensez à vous abonner et laisser un pouce et un commentaire. Bande de gueux!